Monsieur Rolliès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département Contrôle et Sécurité à l'affaire Genève. Vous traitez la sécurité des bâtiments, des personnes et du système d'information. Vous avez donc été au front pour lancer le télétravail au sein de l'affaire pendant cette période qui vient de s'écouler. Digitalisation et télétravail vont de plus en plus de pair. Vous pensez quoi de cette évolution? Merci de me poser la question. Et il est évident aujourd'hui que la digitalisation a pris une vitesse que nous n'avions pas imaginée avant. Pour mettre en place un système de télétravail comme nous avons fait en 3 jours, avant il fallait 3 ans. Et puis on se rend compte maintenant, après un recul de 3 mois environ, puisque nous sommes en télétravail depuis environ 3 mois, que ce système est là pour rester. Ce qui fait que finalement, digitalisation et télétravail vont de pair, oui effectivement. Par contre, on ne peut pas le faire n'importe comment. Et ce n'est pas tous les métiers qui peuvent être faits à distance, comme on aurait pu imaginer avant. Il faut donc faire un bilan des métiers, définir la liste des applications qui seront utilisées à distance et définir aussi l'aspect légal. Parce que l'aspect légal, il ne faut pas le négliger, surtout quand on se trouve devant des lois qui sont cantonales, fédérales ou même internationales. Donc, commençons déjà par la définition du poste de travail. Prenons l'exemple qui nous incombe aussi, l'exemple des services généraux dans notre entreprise ou bien la sécurité. Un certain nombre d'activités n'est pas possible. On ne peut pas faire ces activités à distance, il faut être sur place. Ce qui fait, et c'est ce que l'on a vécu, certaines personnes des services généraux, y compris moi-même, nous sommes restés pendant toute la durée de la pandémie directement au bureau, quotidiennement, pour gérer ces métiers. Indépendamment de cela, il y a évidemment des métiers qui peuvent être faits à distance, en télétravail. Ça s'applique notamment à la prise d'appels téléphoniques, par exemple. Il suffit de faire une déviation et d'avoir une personne à distance qui peut répondre aux appels, y compris faire de la visioconférence à distance. On a mis en place des outils pour faire de la visio, et puis faire des rapports et des activités parallèles bureautiques, évidemment, peut être faites sans acceptable au niveau du télétravail. Et puis, troisième point, reste donc la protection des données et la sphère légale qu'il ne faut pas négliger. Il faut la mettre en place aussi en même temps. Mais il faut se poser ces questions avant la mise en place du système, contrairement à ce que l'on a fait là, puisqu'on a travaillé dans l'urgence. On a mis en place donc en 3 jours, et puis après on s'est posé des questions, mais c'est peut-être maintenant le bilan que je me permets de vous retourner. Et finalement, avec ces aspects sécurité, toutes les applications ne sont donc pas éligibles en termes de télétravail? Non. Voyez, et selon le type de connexion que vous allez effectuer à partir du bureau pour que la personne puisse travailler à distance, il y a certaines applications qui ne sont pas compatibles. Si je prends l'exemple de la virtualisation, un certain nombre d'applications ne pourront pas être virtualisées et donc de ces faits ne pourront pas être mises à disposition si on travaille dans un mode virtuel. Donc ça veut dire que ce soit pour un problème technique ou que ce soit pour un problème législatif, protection des données, il faudra se poser les questions avant la mise en place pour protéger pas seulement la sphère privée, mais la sphère professionnelle. Le vol, le transfert des données, la communication des informations sont pour autant qu'on sache qui est la tierce personne qui reçoit cette information et il vaudrait mieux éviter. On a donc vu toutes les contraintes qui sont liées à la sécurité, mais est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Ah oui, bien sûr. Il y a les contraintes techniques d'utilisation quotidienne. On parle aujourd'hui de l'environnement qu'il faudra mettre en place pour que le collaborateur puisse travailler à distance depuis chez lui convenablement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'il soit exactement le même qui se trouve au bureau, mais prenons l'exemple des différents types de supports matériels qui existent. Vous avez d'un côté les Natel, les téléphones portables, les smartphones, comme on les appelle, vous avez les tablettes et vous avez les ordinateurs des bureaux. Autant on peut faire de l'Excel sur un ordinateur des bureaux dans lequel on aura un clavier, une souris, un grand écran, autant il sera difficile de faire un Excel sur une tablette ou bien un téléphone. Par contre,
une visioconférence, il est tout à fait souhaitable de la faire sur un attel ou une tablette plutôt que sur un ordinateur de bureau, car on va devoir rajouter à l'ordinateur des bureaux une caméra, un micro, et puis parfois on se trouve devant des situations dans lesquelles ça ne fonctionne pas correctement, alors que c'est installé et configuré nativement sur les attels et les tablettes. En pratique, donc tout ça, au niveau technique, ça se passe comment? Oui, alors effectivement, merci de poser la question. L'aspect technique, comment ça fonctionne? Vous allez donc devoir configurer votre système, votre réseau d'entreprise pour pouvoir accepter les connexions venant de l'extérieur. 3 types de connexions sont possibles. La connexion que l'on appelle VPN, cette solution VPN est une solution qui permet de prendre un ordinateur portable se trouvant au bureau et avec une configuration spécifique. Il faut ensuite se connecter à distance. On peut se connecter à distance depuis chez soi en établissant un lien réseau virtuel. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel, la traduction, qui permet de connecter l'ordinateur portable à distance et comme si on était au bureau. L'ordinateur, donc, doit posséder l'ensemble des applications du bureau que l'utilisateur peut utiliser. Mais ce n'est pas la seule solution. Il existe une autre solution qui est la solution virtuelle. La solution virtuelle, c'est la configuration sur un serveur des machines virtuelles de toutes les applications que l'entreprise souhaite mettre à disposition du collaborateur. Ensuite, le collaborateur se connecte sur sa machine virtuelle et puis on se trouve, qu'on soit en local ou qu'on soit à distance, avec l'ensemble des applications qui ont été mises à disposition. Reste une dernière possibilité, c'est la connexion à distance, c'est ce qu'on appelle la prise de contrôle à distance de l'ordinateur du bureau. Dans ces cas-là, l'ordinateur du bureau reste allumé et puis à distance, en ayant installé un outil, parce qu'il faut quand même installer un outil, un tiers, on installe l'outil sur le poste qui se trouve au bureau et à distance, on va pouvoir se connecter directement sur la machine des bureaux, qui elle est déjà configurée avec l'ensemble des applications qu'on utilise quotidiennement. Et c'est finalement cette troisième solution qui est la plus simple à mettre en œuvre et qui ne nécessite pas forcément l'intervention d'un spécialiste, car on peut installer un outil de gestion à distance, se connecter depuis l'extérieur à travers un profil et mot de passe, et on prend à distance le contrôle de sa machine au bureau, et le tour est joué. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez pas besoin de faire appel à un spécialiste, car la configuration réseau, les configurations VPN, tout ça, l'authentification, c'est à ces moments-là qu'on va ensuite parler de la problématique de l'authentification, être sûr qu'il n'y a que vous, et vous seulement, qui pouvez vous connecter avec votre profil. Et en général, on règle cette problématique avec la connexion avec ce qu'on appelle l'authentification à double facteur. Vous avez un attel qui reçoit un code après avoir saisi votre mot de passe et qui permet de garantir qu'au moment de l'authentification, la personne qui s'authentifie possède l'appareil qui reçoit le code est demandé par l'interface, le mot de passe est bon, le code est bon, on peut se connecter. Donc tout ça, c'est parfait au niveau technique, mais en fait, en pratique, qu'est-ce qu'il nous faut? Oui, absolument. Du point de vue pratique, il faut déjà partir de ce que nous avons au bureau. Prenons l'exemple de l'espace qui est attribué à chaque collaborateur au bureau. Vous avez un espace, un bureau défini avec un ordinateur dédié, un grand clavier, une souris, un grand écran. Le collaborateur possède souvent une imprimante dédiée, une ligne téléphonique. Et puis, sans oublier, évidemment, la partie confortable qui est la chaise. Il est important, ça paraît futile, mais il faut quand même le signaler, il est important que le collaborateur se trouve au plus près de ce qu'il fait au bureau, à la maison. Donc, tenez compte de cette liste apparaît dans le slide, et ce n'est pas tout. Ensuite, il reste à mettre en place les outils qui permettront de faire tout ce que l'on a dit jusque-là. Il y a plusieurs types d'outils. Les sociétés, certaines sont connues, d'autres le moins. On a Microsoft, Cisco, Sophos, on a des sociétés qui ont défini des outils permettant la prise de contrôle à distance. Tout cela peut
peut être fait, bien évidemment avec l'assistance de votre informaticien ou d'une société tierce qui vous permettra de l'installer, tout en tenant compte que la prise de contrôle à distance, qui est celle finalement qui permet de se connecter à son ordinateur se trouvant au bureau, est celle qui est la plus facilement installable. On se trouve donc avec des possibilités de configuration spécifiques pouvant être installées par des personnes tierces ou bien la prise de contrôle à distance qui peut être faite donc par vous-même. Voilà pour l'instant ce que je peux vous indiquer. J'espère que tous ces conseils vous aideront donc à mettre en place la digitalisation et le télétravail chez vous. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.